Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés où nous allons nous intéresser aujourd'hui aux feux qui ravagent une partie de Los Angeles en Californie sur la côte ouest des États-Unis. Que nous disent-ils ces feux sur fond de crise climatique et de bouleversement des conditions environnementales? Quelles réponses aussi quand de tels incendies se déclenchent? Quelles leçons en tirer également pour nos sociétés face aux risques de catastrophes naturelles qui se multiplient? C'est à toutes ces questions que nous allons aujourd'hui essayer de répondre. La première, les clés. Le vent, de retour à Los Angeles. Il souffle de plus en plus fort. Après quelques jours d'accalmie, la ville se prépare à un retour de nouveaux vents violents. Ici, il n'a pas plu depuis 8 mois. Alors ces vents chauds et secs compliquent encore le travail des pompiers. Ces vents, combinés à une faible humidité et à des combustibles très secs, vont maintenir une menace de feu dans tout le comté de Los Angeles, à un niveau très élevé. Ce reportage, du 13 janvier dernier, montre des images de lignes de feu qui avancent, poussées par le vent. Un vent tellement violent qu'il vient coucher les flammes qui dévorent littéralement les paysages. On y voit aussi de vastes villas en feu. Et puis, des quartiers entiers carbonisés déjà par les incendies, entre les routes quadrillées typiques des États-Unis, des centaines, voire des milliers de maisons réduites en cendres à perte de vue. Les habitants, qui ont dû fuir à la hâte, reviennent sur les lieux et constatent ces paysages de désolation. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point cela me brise le cœur. Ça me brise le cœur. C'est toute une vie entière. Tu ne récupères jamais ça. C'est un cauchemar. Vous ne pensez jamais que ça peut vous arriver et puis ça arrive. Tous mes souvenirs sont ici, alors revenir voir ça, c'est extrêmement dur. J'ai fait le tour, j'ai essayé de rentrer un peu plus dans les décombres, mais ça m'a rendu malade. C'est dur. Yeah, it's hard. Les causes de ces incendies ne sont pas encore déterminées avec précision. Certains avancent la thèse de feux d'artifice, mais aussi d'un réseau électrique défaillant qui pourrait avoir été à l'origine d'un ou plusieurs départs de feu. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois l'étincelle produite, la végétation asséchée par des mois sans pluie s'est embrasée à toute vitesse, dopée par les vents violents. Et la réponse des pompiers a été très compliquée par l'accès difficile à l'eau pour éteindre ces incendies, comme le raconte cet habitant de Los Angeles. La pénurie d'eau est bien réelle. Il n'y avait pas assez d'eau. Quand vous ouvrez la bouche d'incendie, il n'y a que quelques gouttes qui sortent. Pourtant, d'après les spécialistes, ce n'est pas tant la sécheresse qui est là en cause, plutôt la façon dont a été conçu le réseau pour alimenter les différentes bouches d'incendie. Je pense que c'est important de comprendre que les réservoirs, et en particulier les réservoirs en Californie du Sud, sont bien alimentés au-dessus de la moyenne à ce moment-ci de la saison. Le problème, c'est que c'est un système d'approvisionnement en eau urbain qui a été conçu pour lutter contre les incendies de maisons. Et pas pour un incendie de grande ampleur qui vient déferler sur tout un quartier à la fois. Alors, que nous disent ces méga-feux de Los Angeles? Faut-il faire un lien direct avec le réchauffement climatique?
Que nous disent-ils des États-Unis aussi, avec, on va y venir, des services de pompiers en partie privatisés, avec certains assureurs qui, depuis quelques années, ont décidé de ne plus proposer d'assurance en Californie face aux risques de catastrophes naturelles qui ne cessent d'augmenter. Quelles leçons donc tirer de ces incendies, y compris pour nous dans ce monde qui change? Eh bien, c'est ce que nous allons creuser à présent. Et pour cela, on va accueillir Éric Lambin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie à l'UC Louvain, spécialiste de l'usage des sols et de l'interaction entre l'humain et son environnement. Et ce qui nous intéresse aussi particulièrement vu le sujet, c'est que vous avez aussi enseigné pendant de nombreuses années en Californie, à l'université de Stanford. Alors, d'abord, une première question qu'on a envie de vous poser. Est-ce qu'on doit faire un lien entre le réchauffement climatique, la crise écologique et ce qu'on est en train de voir au niveau de la Californie, de Los Angeles en particulier, avec ces feux particulièrement violents? Alors, il ne fait aucun doute que le changement climatique est un des facteurs, un des nombreux facteurs qui, de manière systémique, a contribué à un désastre de telle ampleur. Mais évidemment, on arrive à une telle catastrophe que par une combinaison presque fortuite de plusieurs causes, dont le climat, on peut le détailler d'ici une minute, dont les politiques d'urbanisation, de gestion forestière, dont l'organisation de la gestion de crise et d'autres facteurs encore. Donc le climat joue un rôle, évidemment ce n'est pas forcément lui qui allume les incendies, il y a déjà cette étincelle de départ, on en parlait, on ne connaît pas les causes précises, et puis après il y a toute une série d'éléments qui viennent se conjuguer. Au niveau du climat, on a un climat particulièrement sec, en particulier ces dernières années au niveau de la Californie. Donc pour enclencher de tels incendies, il faut la combinaison de 4 facteurs. Le premier, c'est qu'il faut beaucoup de combustible. Et donc là, en effet, les 2 derniers hivers, les hivers 2022-2023, ont été très très humides par ce qu'on appelle les rivières atmosphériques qui ont déversé d'énormes quantités d'eau sur la Californie, ce qui a généré une croissance de la végétation très importante. Mais ensuite, il faut que ce combustible soit très inflammable. Et donc, il faut que cette période de pluie abondante soit suivie par une longue période de sécheresse, très chaud, très sec, qui va rendre ce combustible extrêmement susceptible de brûler. Par ailleurs, en Californie, la plupart des constructions de maisons sont en bois. Pour une très bonne raison, la Californie est également menacée en permanence de grands tremblements de terre. Or, la construction de bois résiste beaucoup mieux aux tremblements de terre que la construction en dur. Troisième facteur, il faut un élément qui déclenche le départ du feu, donc l'étincelle. Aujourd'hui, 95% des feux sont liés à des causes humaines, ne sont plus liés à la foudre, parce que l'occupation du sol s'est étendue à travers tous ces paysages très, très vulnérables, comme une espèce de garrigue qu'on appelle le chaparral. Et quatrième facteur climatique ou météorologique, il faut également un facteur, un mécanisme qui va diffuser de manière très très rapide ces feux dans le paysage, et ça, ce sont les vents, ces vents violents, très secs, etc., combinés à une occupation du sol qui a créé une continuité spatiale très grande entre de ces zones de combustible. Il faut savoir que, par exemple, Los Angeles est une très très grande ville, mais très étendue, à faible densité de population. La zone urbaine contiguë de Los Angeles est 36 fois plus grande que la ville de Bruxelles. Donc c'est un paysage continu où le feu a un énorme espace pour s'y diffuser, poussé par ces vents très forts. Et on a ces maisons, du coup, qui parfois voisinent très directement avec cette végétation que vous nous avez décrite très abondante. Quand on regarde les images satellites, par exemple, on voit vraiment cet habitat qui s'étire le long des côtes, avec une certaine densité dans des quartiers résidentiels, mais très vite, on a la forêt, très vite, on a des broussailles, et donc on peut imaginer que quand le feu se déclenche comme ceci, il peut très vite se communiquer à des maisons et brûler beaucoup de maisons à la fois. Alors, il faut bien voir le paysage californien est en effet très très différent du paysage européen tel qu'on le connaît en Belgique, où chaque hectare est cultivé depuis des siècles et des siècles. Là, on est encore quand même un peu à la frontière entre les zones occupées par l'homme et donc ces zones naturelles, sauvages, chaparrales, de garrigues. Il y a une population très aisée. Bon, c'est Los Angeles, c'est Hollywood. On a toutes ces stars qui veulent la tranquillité, qui veulent leur grande maison et qui offrent des prix de 10, 20, 30 millions
pour justement pouvoir construire dans des zones très reculées où elles auront la paix, en bout d'une petite rue. Ce qui veut dire que, un, elles sont en contact direct avec cette végétation très inflammable, et deux, que lorsqu'il faut amener des pompiers jusqu'à chez eux, il faut gravir des petits chemins sur des collines, et donc ça rend la gestion de crise beaucoup plus difficile. Alors parlons-en justement de cette gestion de crise, et notamment des pompiers, puisqu'on a entendu dans le reportage juste avant que ce qui a été compliqué pour les pompiers, c'est qu'on a un système de bouche d'incendie, comme on en a dans de nombreuses villes, mais qui n'a pas été pensé, dimensionné pour faire face à des feux d'une ampleur comme celle-là, qui ressemble plus à des feux de forêt qu'à un feu qui peut se propager à quelques maisons dans une ville quand il y a un incendie qui commence de manière plus classique. C'est ça qui est assez extraordinaire avec cet épisode en particulier. La Californie est évidemment habituée à ces grands feux de forêt, mais ici c'est une dynamique de feux de forêt en pleine ville, en plein milieu urbain. Pour paraphraser un peu la chanson de Serge Reggiani, c'est les feux sont rentrés dans la ville. Lui disait les loups sont rentrés dans la ville. Entraient dans Paris, ici oui, c'est les feux dans Los Angeles. C'est très particulier, mais c'est lié aussi au fait que c'est un habitat à faible densité, donc avec des jardins, des arbres. Bon, c'est une région très ensoleillée, les gens aiment avoir des arbres pour mettre de l'ombre sur leur maison, et donc voilà, tout ça a créé cette condition parfaite pour un désastre. Alors on va parler des pompiers justement, et on va s'arrêter sur une particularité quand même des pompiers aux États-Unis et là en Californie, c'est que il y a des pompiers, je dirais, classiques, et puis il y a aussi des services de pompiers privés. C'est Sarah Pousset qui a voulu s'intéresser à ce phénomène étonnant. On va écouter cela et en parler ensuite. Quelqu'un a-t-il accès à des pompiers privés pour protéger notre maison de Pacific Palisades? Toutes les maisons autour brûlent. Je paierai n'importe quel prix. Merci. Voici le message posté sur X par Keith Wasserman, un richissime américain. C'est en effet une réalité bien américaine. Les plus riches font appel à des sociétés privées pour défendre leur maison face aux flammes. Coût du service, entre 3 000 et 25 000 $ par jour. Les pompiers privés existent depuis très longtemps aux États-Unis, conséquence d'un désinvestissement des services publics. Ils travaillent majoritairement pour le gouvernement ou pour des compagnies d'assurance, et ils interviennent surtout préventivement. Mais dans ce cas-ci, ils protègent des villas en feu et cela peut poser problème. C'est en tout cas ce que pointait Brian Rice, le président de l'Association des pompiers professionnels de Californie, après la vague d'incendie de 2020 dans un reportage de Vice. Les pompiers privés surveillent votre maison ou votre propriété. Ils ne sont pas là pour tout le quartier comme le sont les pompiers, et ils ne suivent pas toujours le même plan d'attaque que les pompiers qui ont été dépêchés sur place. Cela entraîne tout simplement une myriade de problèmes. Le problème est donc qu'ils font en quelque sorte ce qu'ils veulent ? Oui, ils sont indépendants, ce ne sont pas des agents de sécurité publique. Ils ne sont pas formés selon les mêmes normes. Ils ne sont pas un atout, ils sont en fait un handicap. Ils constituent un groupe de citoyens de plus auxquels nous devons faire attention et dont nous sommes responsables lorsque nous sommes sur la ligne de feu. Un constat sévère à nouveau partagé lors de ces incendies. Les pompiers privés ne savent pas communiquer par radio avec les pompiers publics. Ils n'obéissent pas aux ordres d'évacuer. On ne connaît pas la qualité de leurs équipements face à de tels brasiers. Bref, ils sont une source de travail supplémentaire pour les pompiers publics. Pourtant, on imagine bien qu'une coordination des deux services pourrait aussi être très utile face à l'ampleur des incendies, mais cela demanderait des objectifs communs et non guidés par la valeur d'une propriété. Une des particularités donc ici aussi des États-Unis, Éric Lambin, avec en parallèle, c'est pointé évidemment assez fortement ces dernières semaines, un désinvestissement ces dernières années aussi dans les pompiers publics. Alors évidemment, si les deux ne travaillent pas en plus ensemble et que ces pompiers privés se concentrent sur certaines propriétés en particulier, on imagine bien les problèmes que ça peut poser. Ça, c'est aussi une spécificité de cette gestion-là américaine de cette catastrophe. Oui, et c'est très américain dans le sens où ça reflète d'une part les disparités sociales. Il faut pouvoir se permettre, évidemment, ces pompiers privés. C'est, pour votre information, c'est 2 000 $ l'heure. Donc, il faut avoir le budget. Et par ailleurs, ça reflète aussi cette espèce d'entrepreneuriat, ce capitalisme américain. Ben là où on peut faire de l'argent, on y va. Il y a tout de suite un acteur qui se propose. C'est vrai aussi que par exemple, le service de pompiers du comté de Los Angeles a vu récemment son budget diminuer de 17 millions $, tout d'un coup. Donc là, les gens qui ont pris ces décisions vont forcément s'en mordre les doigts parce qu'ils étaient beaucoup moins bien préparés. Ce qui est intéressant derrière ces pompiers privés, c'est ce que vous
achetez, c'est pas seulement le personnel et l'équipement, mais c'est aussi l'eau. Parce que ces pompiers privés vous garantissent qu'ils apportent un stock d'eau suffisant pour protéger votre maison. Et donc, c'est déjà une des premières approches de privatisation d'une ressource naturelle, perçue comme étant une ressource commune, qui est l'eau. Ici, ça vaut très très cher d'avoir accès privilégié à de l'eau dans une situation d'incendie. Donc ça, c'est ce qui est en train de se jouer aussi, ces questions de privatisation, y compris de l'eau, qui sert ici à éteindre des incendies. Mais on sait que la privatisation de l'eau, ça risque de se poser aussi dans quantité d'autres domaines dans le futur. Un petit mot quand même sur les impacts aussi de tout ça, Éric Lambin. On sait que ici, des forêts qui brûlent, c'est du CO2 dans l'atmosphère en plus, déjà, tout simplement. Alors là, déjà, on a tout de suite un effet boule de neige. Donc le réchauffement climatique accélère, amplifie les incendies. Les incendies libèrent énormément de CO2 dans l'atmosphère. Donc on accélère le changement climatique et donc c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Alors certaines de ces forêts vont repousser, mais ça va prendre des décennies et donc en attendant, il y a un surplus de CO2 et donc de réchauffement. Il y a d'autres effets évidemment sur la qualité de l'air, la pollution de l'air. On libère énormément de particules fines, ces particules qui peuvent pénétrer facilement dans le poumon. On libère une série de polluants très, très, très toxiques, le carbone noir, le monoxyde de carbone, les particules de suie. Ce qui brûle, c'est pas uniquement la végétation, ce sont des maisons avec des tas de matériaux artificiels, du plastique, de l'électronique. Et donc tout ça aussi libère énormément de polluants. Ça peut avoir des conséquences sur la santé à court terme, mais également à long terme, des cancers, des maladies respiratoires, cardiaques. Parce que, évidemment, ces Californiens sont exposés à ces feux maintenant quasiment chaque année, à ces fumées chaque année. Donc, c'est un effet cumulatif sur la santé. Oui, et donc là, on comprend aussi à travers vous qu'il n'y a pas que ceux qui ont vu leur maison réduite en cendres qui vont vivre les conséquences. On peut imaginer qu'à un assez large périmètre dans Los Angeles, ceux qui ont été exposés à ces fumées de celles-ci ou d'autres incendies ces derniers mois, ces dernières années, tout ça risque de coûter aussi quelque part au système de santé. Tout ça va avoir des conséquences sur la santé pour le futur. Alors, à Los Angeles, mais dans toute la Californie, dans tous les États-Unis, voire même jusqu'en Europe, ces fumées sont transportées sur de très très longues distances, ça prend du temps, elles montent jusqu'à la stratosphère, peuvent se déposer ailleurs, c'est un peu comme d'autres phénomènes de pollution volcanique ou autres. Donc oui, il y a une conséquence vraiment qui va durer pendant des mois et sur des aires géographiques très très larges. D'autres impacts sont aussi sur l'agriculture. On sait que la Californie a développé une agriculture de niche autour du vin californien, très fameux. Mais évidemment, tous ces vignobles voient leur productivité diminuer très fort. Il y a quasiment plus de soleil, d'ensoleillement au sol pendant des jours et des jours, puisqu'on a un couvert de suie, de fumée très important. Et certains de ces polluants vont se déposer sur les plantes et donc là aussi affecter la qualité du raisin. Alors, il y a un autre élément dont on parle pas mal ces derniers jours, c'est la question des assurances, puisqu'on découvre que toute une série de ces maisons qui sont parties en fumée n'étaient pas assurées. Parfois, elles l'étaient jusqu'il y a peu, elles ne le sont plus depuis quelques mois. Et on va essayer de comprendre pourquoi avec notre correspondante en Californie qui s'appelle Aviva Fried et qui fait le point pour nous justement sur cet enjeu spécifique des assurances en Californie. Cela fait des années que la Californie se dirige vers une crise globale de l'assurance. En cause, les incendies à répétition. Avant, il y avait une saison des incendies qui durait un mois à l'automne. Mais depuis quelque temps, la menace est permanente. Les sinistres s'enchaînent, faisant grimper les factures. Ajoutez à cela l'augmentation du prix des matériaux de reconstruction. Le résultat est simple, les assureurs ne peuvent et ne veulent plus suivre. Entre 2020 et 2022, sur la seule région de Los Angeles, ce sont 531 000 assurances habitation qui n'ont pas été renouvelées. Un drame pour certains propriétaires. Écoutez plutôt cette dame interrogée par la chaîne locale ABC7 en plein milieu de l'incendie d'Altadena. Elle a décidé de rester. Je sais que je ne suis pas censée être là, mais c'est la maison de mes parents. Ils vivent dans cette maison depuis 75 ans et ces gens des assurances ont décidé d'annuler leur police d'incendie. Et ils s'étonnent que les gens quittent la Californie. Et si cette femme est tellement remontée contre la Californie, c'est aussi parce que sa politique a ajouté à la crise. Ici, les assureurs ne peuvent pas fixer le montant de leur prime librement. Raison de plus s'il en fallait encore pour partir. Une loi qui était censée favoriser les consommateurs, mais qui s'est donc retournée contre eux.
La Californie offre bien une assurance d'État à ceux qui le souhaitent. Ils sont d'ailleurs de plus en plus à opter pour cette solution, sauf que les primes sont chères et les fonds disponibles pour les indemnisations ne comptent que 377 millions de dollars, alors qu'on estime déjà que les derniers incendies coûteront 250 milliards. Le président du département des assurances de Californie, Ricardo Lara, vient cependant d'annoncer un moratoire. Je demande aux compagnies d'assurance de mettre en suspens tout non-renouvellement et annulation dont les propriétaires ont été informés avant ces feux. C'est malheureusement un peu comme verrouiller l'écurie une fois que le cheval est volé. Ça ne résoudra pas la crise que traversent les victimes non assurées des incendies actuels. Éric Lambin, ça c'est un vrai enjeu. On voit que la répétition de catastrophes naturelles, ici en l'occurrence les incendies, a tendance à pousser les primes d'assurance à la hausse. Du coup, là, on a l'État qui intervient en disant on plafonne. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les compagnies d'assurance disent « Ah ben donc, à ces prix-là, moi je peux plus assurer ». Et donc, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées tout d'un coup sans assurance. C'est des questions qui pourraient se poser ailleurs dans le monde qu'en Californie, d'ailleurs. Ça se pose déjà, d'ailleurs, ailleurs dans le monde. Ici, ce matin, on parlait d'une estimation de 275 milliards de dommages à Los Angeles, dont 20 à 30 milliards devraient être couverts par des assurances. Mais il faut bien comprendre que pour les assureurs, ces catastrophes naturelles sont un défi très très différent des défis auxquels ils font face. Si on parle de l'assurance voiture, par exemple, c'est un événement aléatoire, individuel. Si vous faites un accident de voiture ce matin, mais c'est pas tout votre quartier qui fera un accident de voiture le même jour, et donc qui est très très prévisible. Et donc les dépenses annuelles sont très stables. On peut facilement estimer le coût de la prime. Alors qu'ici, c'est complètement différent. Évidemment, on a ici plus de 10 000 personnes qui sont affectées, dont la maison a brûlé ou la voiture a brûlé sur une courte période, qui probablement sont toutes assurées dans les mêmes 2 ou 3, auprès des mêmes 2 ou 3 assureurs. Ce sont des événements très très sévères, mais peu prévisible, donc très instable, et donc l'estimation de la prime raisonnable est très difficile à faire. Et donc, en effet, résultat des courses, beaucoup d'assureurs se disent ça ne vaut pas la peine de prendre ce risque, avec des conséquences parfois lorsqu'ils doivent débourser des montants considérables, des conséquences globales, parce que la plupart de ces assureurs se réassurent, font appel à ce qu'on appelle la réassurance, ils assurent le risque qu'ils ont eux-mêmes assuré, et ces organismes financiers de réassurance sont des grands organismes financiers à l'échelle mondiale, qui opèrent à l'échelle mondiale, et donc lorsqu'ils doivent tout d'un coup débourser 30 milliards pour la Californie, et puis en septembre, c'était des montants équivalents en Floride, là où il y a eu les ouragans Hélène et l'autre ouragan en octobre, et puis un autre événement quelque part en Europe, tout d'un coup, mais voilà, ça devient beaucoup trop cher, il faut à un moment récupérer cet argent. Oui, il peut y avoir un impact sur les primes, même pour nous, via justement ces réassureurs qui liaisonnent, qui mutualisent ce marché presque au niveau mondial. Est-ce que ça veut dire que les pouvoirs publics vont peut-être devoir retrouver un rôle? On entend ici qu'ils ont dû mettre en place une assurance publique pour ceux qui n'avaient plus d'assurance privée. Cette question de l'assurance par les pouvoirs publics face aux catastrophes naturelles, ça va se poser de plus en plus? Ça va se poser, mais évidemment, ça va être un fardeau énorme sur les finances publiques. Ça coûte très cher, et c'est d'ailleurs pour ça que les assurances privées se retirent du marché. Une autre type d'intervention des assurances publiques, c'est ce qui se fait en Europe, c'est une obligation pour tous les habitations d'avoir une assurance minimum incendie qui couvre également quelques catastrophes naturelles. Ça n'existe pas dans cette mesure aux États-Unis. Vous n'êtes pas obligé d'assurer votre habitation. Et donc, vous portez un risque très très grand, mais une fois que votre maison est détruite, forcément vous tombez dans le système d'assistance publique. Donc le fardeau revient à un moment aussi vers les finances publiques. Bon, on a envie de vous poser alors du coup cette question pour terminer, Éric Lambin. Quelles sont les leçons qu'on doit tirer justement au niveau des États, justement au niveau de ce qui peut être mis en place en termes de prévention par rapport à cette situation-là en Californie, qui est exemplative de choses qui sont appelées malheureusement à se multiplier dans les années qui viennent dans un monde qui se réchauffe? Quelques leçons. Tout d'abord,
beaucoup de gens à très très haut revenu, toutes ces stars d'Hollywood, etc., ont toujours eu cette conception que leur richesse leur permet de se protéger du changement climatique. Ici, on voit qu'elles sont tout autant affectées que les classes les plus pauvres. Autre chose aussi, en Europe, on se plaint beaucoup de la surrégulation, de l'intervention de l'État dans une série de régulations, par exemple sur les règles d'urbanisme, les normes de construction, l'obligation d'une assurance, alors qu'aux États-Unis, on a plutôt foi, non pas en la régulation, mais en l'innovation technologique qui va nous sortir de ces problèmes. Ici, on voit que l'innovation technologique est complètement impuissante face à ces feux absolument gigantesques et que l'absence de régulation, notamment ces règles d'urbanisme, sont très problématiques. Et donc, troisième leçon, c'est l'importance des politiques préventives. D'ailleurs, même les assureurs commencent à mettre au point des outils où on va, une fois qu'un désastre naturel se déclenche, l'assureur va débourser de l'argent au début du désastre, avant le dommage, pour aider précisément les assurés à adopter des mesures préventives et donc pour diminuer les dommages à la fin. Même chose, il y aura un énorme travail de reconstruction à faire à Los Angeles, toutes ces maisons détruites. C'est l'occasion de revoir un peu ces règles d'urbanisme, de peut-être plus permettre des constructions dans des zones complètement isolées et à fort risque de feu, promouvoir des matériaux de construction aussi qui sont plus résistants au feu, revoir l'infrastructure de distribution de l'eau. Donc il y a beaucoup de choses à repenser dans ces cas-là. Oui, une catastrophe peut être aussi le point de départ de quelque chose de nouveau. Mais en très bref, Éric Lambin, tout ça intervient aussi à un moment où Donald Trump, climato-sceptique, et son équipe reviennent à la Maison-Blanche. Est-ce que vous pensez que ces éléments-ci peuvent être un peu des déclencheurs de prise de conscience ou pas forcément ? Pas forcément. Malheureusement, on voit qu'aux États-Unis, cette question des feux à Los Angeles est terriblement politisée. La Californie est très démocrate. Les républicains détestent les Californiens. Et on voit déjà tout ce torrent de désinformation, de mensonges que Trump communique. Ce qui va forcément ne pas du tout aider dans la résolution ou dans une analyse rationnelle de ce qui s'est passé et de comment éviter de tels désastres. Eh bien voilà, ce que l'on peut donc déjà tirer à ce stade comme leçon de ce qui se joue à Los Angeles. Merci à Éric Lambin pour cette bien nécessaire lecture systémique d'événements comme cela qui, même avec toutes les différences qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis, doivent aussi, on l'a compris, nous faire réfléchir chez nous. C'était Les Clés, un podcast de La Première, avec à la réalisation sonore Laurent Nélissen, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Si vous souhaitez nous écrire, une adresse, lesclés sans accent et en un mot, lesclés donc @rtbf.be.